J'ai ressenti un choc et j'ai vu un corps ensanglanté. Ainsi parlait lundi dernier le pilote qui venait de tuer un nageur à Saint-François. ATV Guadeloupe revient sur ce drame qui pose le problème de la sécurité des sites de baignade. 0 pointé pour le centre hospitalier universitaire. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales achève ce grand corps malade. Récit de Bénédicte Jourdier dans cette édition. Il y a 40 ans, ceux qui fuyaient l'éruption de la Soufrière étaient mal accueillis en Grande Terre. La mémoire des Saint-Claudiens est encore vive, malgré le travail du temps. Reportage de Karen Diamène dans ce journal. Et l'Assemblée des femmes d'Aristophane, la troupe Courteligne, s'attaque à un monument du théâtre pour son retour sur scène. Bénédicte Jourdier était là pour saisir les derniers réglages avant l'ouverture des rideaux. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver à la une de votre journal ce soir. Retour sur un drame qui a coûté la vie à un plongeur à Saint-François lundi dernier. Celui-ci a été identifié. Il s'agit de Clément Gallas, un Guadeloupéen résident en France. Il était venu passer quelques jours chez l'un de ses frères. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Cet événement nous rappelle que de nombreuses personnes ont déjà trouvé la mort, happées par des hélices de bateaux. ATV Guadeloupe a mené l'enquête pour tenter de comprendre les conditions de survenue de ce type d'événement. Isabelle Hameau, Patrick Curie. Lisa, Rachel et Huguette font partie de ces nageuses qui prennent leurs précautions pour se rendre à l'îlet du Gosier à la nage. On connaît le trajet du bateau, la navette qui passe de l'autre côté du pont et qui arrive du côté, je dirais, à droite de l'îlet. Donc nous, on essaye de partir tout de l'autre pointe, l'ancien embarcadère des bateaux avant. Alors comme ça, on va en face. On va de bateau en bateau, on évite, on surveille, on essaie de rester groupés pour faire attention à chacun et l'autre. Et on nage tranquillement, on arrive à l'îlet. Dans cette zone, plusieurs accidents ont déjà eu lieu. Pour rappel, en 2014, un corps sans vie avait été retrouvé flottant au large de l'îlet. Un individu avait été percuté par un bateau. L'affaire est toujours en cours. Un fait non isolé que connaissent les plaisanciers et pêcheurs du coin. Ça m'est arrivé de toucher un nageur qui n'était pas balisé, qui était en plein soleil. Et bon, ça m'a porté des préjudices. J'en ai vu un, mais l'autre, on ne l'a pas vu. Il était en plein soleil. Alors pour éviter celui qu'on a vu, l'autre était en plein soleil, le bateau il a touché. Mais c'est pas l'hélice, hein. C'est la coque du bateau qui l'a touché. Mon bateau a été immobilisé pendant 1 an. Depuis plusieurs années, un plan de balisage de la zone maritime entre la plage de la Dacha et l'îlet est à l'étude. Il avait déjà été installé en partie et retiré par des tiers. Aujourd'hui, une réflexion est menée entre la mairie et la direction de la mer pour sa réinstallation. On nous a déjà montré tout ce qu'il a mis en place en vue d'installer ces bouées de balisage pour le transport de passagers. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore fait. Et effectivement, que ce soit les jours fériés, les week-ends, samedi et le dimanche, on doit en permanence zigzaguer entre les nageurs, les éviter. Un plan qui peine à se mettre en place, la mairie tente d'abord de sensibiliser les usagers de la mer sur le principe du balisage. Ce n'est pas évident de mettre en place ce couloir de nage et que les plaisanciers et les pêcheurs le respectent. Donc c'est pour ça que M. le maire a voulu jouer la carte de la concertation en faisant d'abord cette campagne de communication qui permettra non seulement de faire une communication sous le balisage, mais même sous l'ensemble des plages du Gosier. Et à partir de là, on posera le couloir de nage pour sécuriser les nageurs pour qu'ils puissent profiter de la mer. Il faudra attendre la fin de l'année 2016 plus ou moins pour l'installation des chenaux qui permettront aux nageurs de faire l'aller-retour en toute sécurité. On vient de le voir, les autorités de la ville du Gosier sont encore au stade des discussions pour mettre en place un véritable plan de balisage entre la Dacha et l'îlet du Gosier, pourtant très fréquenté. En attendant, ATV Guadeloupe vous renseigne sur les conduites à tenir en mer pour ne pas vous exposer au danger. Yvan Lemar. Pour les amateurs de pêche sous-marine, la première règle imposée par la loi est de se signaler avec une bouée. Il y a plusieurs types de bouées. On préconise d'avoir une bouée avec une forte flottabilité type planche. Alors il y a plusieurs types de planches, des grosses, des petites, mais une planche. Ça permettra, le cas échéant, si l'équipier a un problème, ou si vous avez un problème, une crampe, une piqûre de poisson-lion, allez savoir ce qui peut se passer, de pouvoir grimper dessus et se mettre en sécurité pour se reposer ou attendre, le cas échéant, les secours. En plus de se signaler, évitez les zones fréquentées, les entrées et sorties de port ou les points
où les bateaux peuvent couper. Du côté des usagers de bateaux ou de jet ski, il faut être vigilant. Un conseil pour ceux qui voient ce type de bouée-là, éloignez-vous-en, écartez-vous d'au moins 150 mètres, soyez vigilants quand il y en a une, parce que parfois, bien, le chasseur qui est avec cette bouée a pu être emporté par le courant, il n'est pas forcément à côté. Partir accompagné reste l'une des règles primordiales de sécurité, surtout pour les amateurs de longue apnée. Faire une syncope du chasseur reste l'un des risques de la pratique. Ne jamais sortir seul et ne jamais forcer. Ne jamais sortir seul, c'est pas compliqué parce que la syncope, c'est je vais consommer tout mon stock d'oxygène, j'en ai plus assez, le cerveau se met en veille, pam, perte de connaissance. Perte de connaissance, il y a deux options. Il y a l'équipier qui est là, qui vous sort la tête de l'eau, qui enlève le masque. Oh, on respire, c'est un mauvais souvenir. Et si vous êtes seul, le souvenir, il n'y en a plus. Quand on chasse à deux, la surveillance doit être active. Un gros conseil, c'est mettez un fusil sur la bouée et prenez l'autre pour chasser. Alors celui sur la bouée servira en cas de dépannage, en cas de besoin. Et celui avec lequel on chasse, eh bien, on va être obligé de se le passer l'un l'autre, ce qui fait que les deux équipiers sont obligés de rester ensemble. Par expérience, on sait qu'au bout de 10 minutes, il y en a un qui va partir sur une pierre, une autre sur une pierre, et on va chasser tout seul, à deux, mais tout seul. Donc un fusil pour deux, c'est la seule solution quand on n'a pas l'habitude pour rester ensemble. Ces règles de sécurité s'appliquent aussi aux nageurs qui aiment aller au large. On peut très bien se fixer à la patte ou à la ceinture une bouée de chasse sous-marine que l'on va traîner, d'accord. Mais depuis peu, il existe des petits gilets avec flotteur et un petit pavillon dans le dos qui sont absolument pas contraignants pour la nage et qui vous permettent à minima d'être signalés. Il est aussi possible de se rapprocher d'un moniteur de chasse ou de plongée afin d'avoir d'autres astuces et conseils pour améliorer sa pratique. La Confédération des familles de la Guadeloupe s'est mobilisée ce matin devant la résidence Anna Canoa de Bergevin-Pointe-à-Pitre. Elle souhaite attirer l'attention des pouvoirs publics sur la dangerosité des bâtiments devenus vétustes. Vendredi dernier, un balcon s'effondrait. C'est la deuxième fois en moins de 2 ans que ce type d'incident se produit. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Le premier balcon qui est tombé, c'est à moi. Après cet effondrement, le bailleur immobilier a donc décidé de supprimer les 72 balcons et d'entreprendre des travaux. Mais les immeubles de cet ensemble vieux d'une trentaine d'années s'effritent et vendredi dernier, c'est au rez-de-chaussée que l'incident s'est produit. Il y a 4 jours, c'est carrément un balcon un peu plus mûr qui est tombé. Eh bien, nous considérons que l'ensemble de la population est en danger. Vous constatez que l'ensemble de l'immeuble est en train de s'affaisser. Pour l'instant, la SICOA nous a rien dit. Nous considérons qu'au niveau de la SICOA, nous avons quand même 3 confédérations. La première des choses à faire, c'était de les rappeler tout de suite, d'accord, en urgence, pour pouvoir discuter de cet état de fait. Parce que la loi impose aux bailleurs d'entamer des travaux, ce qu'on appelle des réparations locatives. Et tous les 5 ans, au minimum, ça doit être fait. La loi n'étant pas respectée, eh bien, c'est l'ensemble des bâtiments qui risquent de se retrouver demain ou après dans cette même situation. À l'ensemble des bailleurs de la Guadeloupe d'entreprendre tout ce qui est possible pour faire l'analyse de leur parc immobilier et que les travaux puissent démarrer. Parce que c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Le chef des travaux de la SICOA, mandaté par la société, se réserve le droit de répondre ultérieurement. Dans cette résidence, l'aspect extérieur des bâtiments et les fissures qui se dessinent au fur et à mesure inquiètent les locataires. Ils n'osent plus sortir sur leur balcon. Voisin à moi, moi, je suis sorti, tombe à 6 balcons en bas. Bon, ça, c'est pas premier. Et c'est un qui balcon ou alors en disant qu'il y a la zone des fissures, zone des biens comme ça? Ni ça, ni des fissures, ni de l'eau voisine qui a sorti en haut, qui a descendu en chambre à ce petit monde. Ni le problème dans la case là. Il était que négo des gars. Parce que pourquoi on a dit négo des gars? On est petite fille à moi qui fait moi. Tous les mères ou quoi dit. Et là, regardez, on a toujours ouvert le portage, éviter là, parce que café chaud, on ouvert, on a nettoyé. Mais heureusement que ce jour-là, ça n'est pas là. Les représentants de la Confédération des familles de la Guadeloupe ont bien l'intention d'en référer au préfet et au directeur de la DEAL, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Près de 1000 familles sont menacées d'expulsion en Guadeloupe depuis la fin de la saison cyclonique. Les expulsions ont repris pour les impayés de loyer. Comment déloge-t-on une famille de son logement? La procédure dans ce deuxième volet de notre enquête, signé Isabelle Hameau, Moïse Dexter.
En Guadeloupe, on compte 1083 décisions d'expulsion en 2014, contre seulement 841 en 2012. Des chiffres en hausse et qui émanent du ministère de la Justice. Direction l'ADIL pour mieux comprendre les procédures d'expulsion. D'abord, c'est dû à malheureusement un premier impayé de loyer ou un impayé partiel. Et généralement, lorsque le locataire ne paie pas son loyer, le propriétaire en général essaiera à l'amiable, c'est-à-dire il va essayer de s'entendre avec le locataire, mais il appartient au locataire, donc c'est la première étape, de ne pas rester dans le silence et de se rapprocher de son propriétaire pour lui expliquer ses difficultés, voire prendre des conditions pour pouvoir régler ses dettes de loyer. Donc d'abord, nous privilégions à l'ADIL le règlement à l'amiable, une entente entre les parties. Alors, lorsque ce règlement à l'amiable n'est pas possible, le propriétaire va envoyer au locataire par le biais d'un huissier un commandement de payer. C'est un acte qui est délivré par l'huissier qui ordonne au locataire, le locataire aura un délai. Il devra faire ça durant un certain délai. Si le locataire ne règle pas sa situation durant ce délai, eh bien, le locataire sera convoqué par le biais d'une assignation, c'est-à-dire un écrit, un acte écrit, délivré donc par l'huissier, informant le locataire qu'il y a un procès qui est engagé contre lui, invitant le locataire à venir au tribunal, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra que le locataire ne fasse absolument pas la politique de l'autruche. Il faudra que le locataire prépare sa défense et se rende au tribunal. À cette étape, deux possibilités s'offrent au juge. Soit il considère que le locataire est en mesure de payer la totalité de sa dette à tempérament. À ce moment, le bail reste en cours. Soit le bail est résilié et la condamnation prononcée, avec ou sans délai au paiement de ces sommes dues et donc ordonne l'expulsion. Donc la famille expulsée, en fait, soit elle quitte les lieux, soit si elle oppose une résistance, l'huissier devra faire appel à la force publique et va demander au préfet de lui accorder la force publique, c'est-à-dire l'aide de la gendarmerie ou de la police municipale, pour libérer de façon forcée, libérer le local de ce que je vous disais, des meubles et des occupants qui occupent ce local. Une expulsion accordée uniquement par la préfecture. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, le recours à la force publique était moins significatif il y a quelques années. De tous les départements français, le tribunal de la Guadeloupe est le plus sollicité pour les décisions d'expulsion. Situation catastrophique pour le CHU de Pointe-à-Pitre. Le dernier rapport de l'Inspection générale des affaires sociales dresse un diagnostic alarmant sur la situation financière et l'organisation même de l'établissement. Le CHU de Pointe-à-Pitre enregistre un déficit de près de 90 millions d'euros. Le récit de Bénédicte Jourdier. CHU, triste diagnostic, c'est la une du quotidien de France Antilles, à la veille de l'arrivée de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Dans un rapport rendu en janvier dernier, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, fait état d'une constante dégradation des finances du centre hospitalier universitaire, avec un déficit cumulé qui atteint 90 millions d'euros fin 2015, malgré les multiples aides de l'État. Selon l'IGAS, le centre hospitalier s'avère incapable de générer par son activité un niveau de ressources d'exploitation suffisant pour couvrir ses charges qu'il ne maîtrise pas. Dans ce dossier de 40 pages, pas encore rendu public, qui doit servir à la prise de décision de la ministre, l'Inspection générale des affaires sociales dénonce l'instabilité des personnels de direction, une faiblesse au niveau du management, l'organisation interne et l'absence de contrôle des dépenses engagées. Demain après-midi, le centre hospitalier sera au programme de la visite en Guadeloupe de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Que fait-on pour les femmes enceintes et atteintes du Zika? La ministre de la Santé, Marisol Touraine, est arrivée ce soir en Guadeloupe pour réaffirmer, a-t-elle indiqué, le soutien de l'État dans cette situation. En Martinique, avec 6000 cas enregistrés de Zika, les femmes enceintes font l'objet de toutes les attentions. Depuis le début de l'épidémie, le Haut Conseil de la santé publique recommande aux femmes désireuses d'enfanter de repousser leur projet, une recommandation qui est loin d'être suivie. Myriam Bouakoula, d'ATV Martinique.
Repousser sa grossesse pour éviter les risques de malformation du nourrisson, très peu de femmes suivent ces recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Je n'ai pas vraiment peur. Il est vrai que j'ai eu le Zika il y a au moins 3 semaines et que je constate que j'ai toujours les petits boutons rouges sur le visage qui viennent et qui repartent. J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas avoir d'enfants dans une période, on va dire, de 2 ans après avoir eu le Zika. Là, je me suis sentie un petit peu concernée parce que j'ai eu le Zika et je me suis quand même posé des questions. En fait, on entendait parler de plusieurs virus par rapport à l'Aedes aegypti, mais là vraiment après on a vu l'ampleur et les microcéphalies et là on a vu l'ampleur des dégâts. Bon, avec l'actualité quand même on est au courant et puis il a fallu faire attention. Les patientes préfèrent mener leur grossesse à terme et consulter régulièrement leur gynécologue obstétricien. Certaines catégories, en particulier celles qui souhaitent un enfant depuis de longues années, celles qui sont malheureusement soignées pour infertilité, ces patientes-là ont du mal à attendre encore. Quand on leur dit qu'il est préférable d'attendre avant de tenter une grossesse, elles ont du mal à comprendre et elles veulent poursuivre quand même les traitements malgré le danger. 6050 cas évocateurs ont été enregistrés lors du dernier point épidémiologique. Plus de 10 cas de Zika recensés chez des femmes enceintes en Martinique. Des grossesses à risque très suivies, plus d'échographie pour les futures mamans, plus de vigilance des médecins. L'épidémie de Zika est encore en progression. On risque d'avoir 6 à 8 cas de microcéphalie, qui est la principale complication d'une contamination fœtale. Bon, c'est 6 ou 8 cas de trop, mais enfin, sur 4000 accouchements annuels en Martinique, la proportion est relativement faible. Nous avons mis un protocole. Il y a une obligation de déclaration de ces contaminations. Il y a un circuit qui a été mis avec une structure qui existe à la MFME, qui s'appelle le CPDP, qui organise le suivi et la prise en charge de ces femmes. Un suivi échographique ciblé sur le cerveau du fœtus, contrôle du pôle céphalique du bébé chaque mois pour les mamans porteuses du Zika et l'utilisation de lotions anti-moustiques très vendues dans cette pharmacie. En revanche, pas d'augmentation des ventes de contraceptifs. Les moustiquaires imprégnés. Donc les enfants sont protégés comme ça, les nouveau-nés sont protégés comme ça par des moustiquaires imprégnés. C'est plutôt les répulsifs à base d'émulsion, à base de lait, puisqu'il reste plus longtemps sur la peau par rapport aux lotions qui, avec la transpiration et la chaleur, s'évaporent. Donc c'est plutôt ce qu'on voit comme sortie, c'est surtout ces produits-là qui sont privilégiés par la population. Attention aux répulsifs interdits aux nourrissons de moins de 3 mois. Les recommandations du Haut Conseil de la santé publique sont valables pendant toute la durée de l'épidémie. L'Académie de la Guadeloupe organise un séminaire interacadémique au MACT de Pointe-à-Pitre sur la gestion du temps des élèves. Pendant 3 jours, les académies de Martinique et de Guyane et plusieurs experts viendront partager leurs avis pour trouver des solutions afin de favoriser la réussite des jeunes. Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Le temple est le temps de la souffrance pour parler du temps de l'apprentissage. C'est au Mémorial Acte que le recteur Camille Galap et ses homologues de Martinique et de Guyane ont choisi de parler du temps au service de l'élève pour apprendre et pour réussir. Il ne s'agit pas de tomber dans des propositions utopiques, mais de repenser une organisation qui place l'apprentissage au cœur des priorités et fait du devenir et de l'avenir de nos jeunes le centre de toutes les préoccupations. Pour un temps au service de l'élève, cet intitulé renvoie au temps pour apprendre et pour réussir. Une problématique abordée différemment par le recteur de la Guyane, car pour lui, le temps consacré à l'essentiel ne peut être écarté. Il y a des enfants en Guyane qui arrivent à l'école sans avoir pu déjeuner le matin. Et on apprend mieux le ventre plein. Et pour illustrer le quotidien de l'élève, ces temps partagés, les BTS audiovisuels du lycée de Pointe-Noire ont présenté un film. Certains le vivent en cours et on le voit, ils s'endorment sur la table, mais on ne peut rien faire nous-mêmes car les temps de l'élève sont très répartis, mais en fait ça forme un tout. Donc chaque temps influence un autre. Et il faut savoir bien les gérer pour pouvoir passer, on va dire, une bonne journée. Il faudrait réaménager ce temps pour pouvoir améliorer ces problèmes. Des travaux ont été réalisés sur l'impact du temps, sur les performances, le comportement, les rythmes, par des chronopsychologues.
Existe-t-il un idéal? Alors, il n'y a pas d'idéal. Il y a la recherche du moins mauvais des compromis entre le respect des rythmes de vie des jeunes et les aménagements du temps qu'on peut leur proposer, du temps scolaire, mais également extrascolaire et périscolaire. La grande préconisation que j'ai, c'est le respect du sommeil. Ça me paraît fondamental parce que si vous avez des enfants qui n'ont pas leur dose de sommeil, et c'est très difficile en définitive, eh bien, leur comportement en subit les conséquences, les comportements dans l'école, mais aussi en dehors de l'école. Et puis, il y a aussi essayer de tenir compte des périodes fastes, des périodes défavorables, favorables dans les apprentissages, dans la rythmicité. Demain, les participants aborderont lors des ateliers l'articulation du temps pour réussir une bonne année scolaire. Et vendredi, chaque département présentera ses spécificités. L'ambassadeur de l'Inde en France est en Guadeloupe pour sa première visite dans notre département. Le docteur Mohan Kumara doit rencontrer les acteurs du monde économique afin de trouver d'éventuels investisseurs. Ce matin, il était reçu à la résidence départementale du Gosier où il a pu échanger avec des membres de la communauté indienne de la Guadeloupe. Reportage Linda Kayarsi. Sans discours protocolaire, c'est en toute simplicité que l'ambassadeur de l'Inde en France échange avec les associations culturelles indiennes de l'île. Il fallait effectivement, même si l'ambassadeur a une mission très économique, il fallait quand même qu'il rencontre, c'est sa première visite en Guadeloupe, c'est la première visite également dans l'outre-mer français. C'était très bien qu'il puisse effectivement d'abord venir en Guadeloupe, c'est une fierté pour nous, mais également qu'il puisse rencontrer ceux qui véhiculent les valeurs de l'Inde depuis des millénaires. Promouvoir un héritage commun et défendre les intérêts légitimes des Indiens non résidents en Inde ont également fait l'objet de discussions. Ils ont tous dit, écoutez, on a besoin d'un troupe culturel qui peut venir de l'Inde pour montrer l'audience ici, qu'est-ce qui se passe. Et nous avons un programme de très grande envergure à Paris qui s'appelle Namaste France, entre 15 septembre et 30 novembre. Donc, je vais faire mon maximum d'envoyer une troupe culturelle. À part de ça, on a parlé d'une manière très franche des problèmes, hein, parce qu'ici, ils ont besoin de cartes permanentes. Hein, on dit Overseas Citizen of India. Moi, je l'ai dit, écoutez, on va essayer de faire les cartes, mais entre-temps, je suis prêt à considérer un visa de long terme, 3 ans, 4 ans. Comme ça, ils ont quand même la confiance qu'ils peuvent aller en Inde quand ils veulent. Bien entendu, le volet économique reste le fer de lance de cette rencontre, de la visite de l'ambassadeur en Guadeloupe. Malgré le contexte international difficile, l'Inde est un marché à haut potentiel et les entreprises guadeloupéennes peuvent y trouver de belles opportunités de développement. J'ai déjà eu des discussions très utiles avec monsieur le préfet. J'ai aussi rencontré des opérateurs économiques pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'Inde. Il y a des propositions très concrètes, très intéressantes que je vais travailler à mon retour à Paris. Par exemple, il y a une société indienne qui est en train de produire les conteneurs de gaz pour la cuisine. Ici à Guadeloupe, il y a quand même un marché pour les conteneurs qui sont un peu petits, pour les gens qui vivent seuls, par exemple. Pas le grand conteneur qu'on a maintenant. Donc, ce sont des projets très concrets qu'on va travailler avec des sociétés Mumbai pour importer ces conteneurs. Dès demain, Mohan Kumara rencontrera les représentants des collectivités et de l'État avant de se rendre au monument dédié aux engagés indiens. La CCI veut encourager les chefs d'entreprise à se convertir aux vertus de l'économie circulaire. Audrey Nagapin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la chargée de mission du dispositif économie circulaire de la Guadeloupe, de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Le concept d'économie circulaire est présenté comme un modèle économique d'avenir. Oui. La solution pour faire face aux défis du XXIe siècle, de quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, l'économie circulaire, c'est un système économique qui a pour objectif vraiment de réduire l'utilisation des matières premières à la source pour produire des biens et des services. Donc c'est vraiment un modèle qui s'oppose au système linéaire qu'on connaît, qui consiste à extraire, produire, consommer et jeter. Là, c'est vraiment faire attention dès le début à la gestion de ces flux. Ouais. Alors, de nombreuses régions de France ont déjà manifesté un intérêt pour ce nouveau modèle économique. Je pense au Nord-Pas-de-Calais, qui a déjà lancé ce concept depuis 10 ans. Est-ce que la Guadeloupe est en retard ?
En retard, je ne dirais pas ça, puisque c'est vrai que on prend l'environnement en compte dans nos entreprises depuis longtemps, je veux dire partout en France. Mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, ne serait-ce que l'apparition de nouvelles filières, c'est relativement récent. Le concept de prendre en compte le développement durable, c'est relativement récent. Donc je ne dirais pas qu'on est en retard, c'est plus qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en intégrant la protection de l'environnement dans nos entreprises, on peut améliorer sa compétitivité et développer un nouveau modèle économique. Est-ce que finalement cet enjeu est compris par les chefs d'entreprise ici ? C'est vrai que il y en a bien sûr qui sont au courant et qui savent comment s'y prendre pour développer dans leur entreprise ce modèle, mais il y en a d'autres qui ne savent absolument pas vers où se diriger, comment faire, quoi mettre en place. Oui, parce que certaines entreprises ont ouvert la voie, comme la société SGB, qui recycle ses propres déchets de béton pour en fabriquer d'autres, mais ces cas-là sont encore rares. Oui. Quels sont les dispositifs que vous mettez à leur disposition ? Nous, en fait, le partenariat entre la CCIG, la région et l'ADEME nous a vraiment permis de mettre en place un programme d'action commun pour vraiment engager les entreprises dans le déploiement de l'économie circulaire. Donc, on a notamment les visites déchets, on dit visites déchets, qui permettent de faire un pré-diagnostic dans l'entreprise et de proposer des pistes d'action correctives pour la gestion des flux entrants et sortants de l'entreprise. Concrètement, est-ce que ce créneau est rentable ? Pour un chef d'entreprise ? Bien sûr, rentable, puisque toute entreprise est obligée de gérer ses déchets, donc ça a un coût. Et c'est vrai qu'en gérant à la source en gérant à la source ces déchets, on peut aussi diminuer la production de déchets, donc faire des économies. Y a-t-il urgence en Guadeloupe à adopter, dans notre archipel insulaire, à adopter ce modèle économique ? Urgence, oui, surtout qu'on est sur un territoire effectivement insulaire et c'est tout à notre avantage de l'adopter puisqu'on ne peut pas en Guadeloupe, aux Antilles, traiter tous nos déchets, on est obligé de les envoyer vers l'Hexagone et ça aussi, ça a un coût et bien sûr, ça renvoie une image novatrice de notre système économique. Ce dispositif a été lancé récemment, le 2 février, je crois. Vous avez déjà rencontré des chefs d'entreprise, sont-ils réceptifs ? Oui, il y en a qui sont réceptifs, j'en ai rencontré quelques-uns, effectivement, ne serait-ce qu'au lancement, c'était l'occasion de présenter l'émission. Et oui, c'est vrai que quand on leur explique vraiment le principe et effectivement ce que ça peut leur apporter, ils sont réceptifs. Alors, pour les téléspectateurs et les chefs d'entreprise intéressés, quelle est la démarche à suivre pour en bénéficier de vos conseils ? Tout à fait, donc bénéficier des visites pré-diagnostiques qui est un dispositif gratuit, je rappelle. Il suffit de nous contacter à la CCI. En fait, voilà, moi. Audrey Nagapa, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. En Guyane, les habitants d'une résidence située à Cayenne n'ont pas d'eau depuis près de 2 semaines. C'est entre voisins qu'ils s'entraident pour subvenir à leurs besoins. Jonathan Lariot, d'ATV Guyane. Ce va-et-vient, Madame Burner le fait tous les jours. Sans eau chez elle depuis déjà 2 semaines, à 80 ans, elle est obligée de descendre les 6 étages qui la séparent de l'appartement de sa sœur. Bonjour Gilberte. Gilberte, je suis venue chercher un peu d'eau chez toi parce que j'ai pas d'eau chez moi. Avec un seau à la main, elle fait ses provisions d'eau pour la journée. Le matin, il n'y a pas d'eau, ça coule beaucoup plus tard. Ça coule, mais pas suffisamment pour faire notre ménage. Ça fait 2 semaines, ça coule. Il n'y a pas d'eau, 2 semaines. Je suis obligée de faire le va-et-vient. J'habite au 6e, ma soeur habite au 3e. Je suis obligée de venir chercher de l'eau pour monter chez moi. Et je fais que ça. Et ça me fatigue. On est obligé de fonctionner comme ça. Une fois le récipient plein, une autre tâche difficile l'attend. Il faut maintenant remonter les étages avec un poids en plus. C'est très compliqué. Vu mon âge, vous vous rendez compte, tous les jours je dois faire ça. C'est très très compliqué. Centre-ville de Cayenne, la cité Les Floralies, ou plus communément appelée le quartier de la Tour, les habitants doivent jongler avec leur arrivée d'eau. À partir du 6e étage, l'eau devient une denrée rare. La cause, un problème de pompe d'alimentation. Seuls les 5 premiers étages sont alimentés en eau potable. Ça fait 20 jours que nos adhérents sont privés d'eau, donc il est temps que cela cesse. On a l'impression que la CIGI laisse pourrir la situation de façon à décourager les locataires pour que ces locataires-là puissent partir d'eux-mêmes. Ce sont des personnes dites seniors. Heureusement qu'il y a de la bonne volonté au sein de ces habitants, de ces locataires. Il y a des jeunes qui donnent un coup de main à ces personnes âgées, dites seniors. Et il est temps que le bailleur fasse ce qu'il doit faire. Parce que si les locataires ne venaient pas payer leur loyer, la première des personnes que ces locataires vont voir devant leur porte, c'est l'huissier. La CIGI pointe du doigt les travaux qui ont lieu à côté des bâtiments. Ils auraient endommagé les tuyaux qui acheminent l'eau au logement. Pour l'instant, aucune solution n'est proposée aux habitants.
Dans un instant, mémoire du volcan La Soufrière. Les Saint-Claudiens commémorent l'éruption survenue en 1976. Et puis ils sont enfin là, l'équipe de France de tennis qui disputera le match contre le Canada pendant la Coupe Davis. Le carême est souvent synonyme d'abstinence et de privation pour de nombreux chrétiens. Pendant cette période, la viande est remplacée par le poisson. Cette pratique est-elle dépassée? Linda Kayarsi a mené l'enquête. Non, je ne change pas. Je mange toujours pareil. Hein. Je mange toujours pareil. La seule chose, il y a parfois, je sens que j'ai envie de manger une petite banane, un petit fruit à pain avec de la morue, mais je ne change pas. Mais madame, c'est la foi qui nous sauve. Hein. Dès qu'on a l'amour en nous, tout passe bien, tout marche bien. Et aimez-nous et partagez, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour changer, non. Je reste toujours pareil. Non, comme je viens de vous dire, non, rien ne change. Je mange, je bois comme d'habitude. Eh bien oui. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, comme nos parents nous ont élevés, le mercredi, on mange du poisson, aussi bien que le vendredi. Ben oui, les gens consomment un peu plus de crustacés et de poissons. Donc vous leur proposez quoi alors? Avec ce fameux crustacé et ce poisson? Moi je fais des sandwichs qui s'appellent des bocados, donc je privilégie un peu plus le poisson et les crustacés pour ces sandwichs-là. Tout carême, maman, c'est ça. Mercredi et vendredi, pas de viande. Oui, c'est le carême, maman, qui comme ça. Et les autres jours, on accepte 2 jours là, ça. C'est 2 jours là, ça, on accepte. Même il n'y a pas dit comme ça, ne fait pas, vous faites tout ça, mais moi, c'est comme ça, on fait depuis enlevé. Alors là, à présent, on tient bien comme ça. Alors là, on a dit qu'à manger viande vendredi, le mercredi, on a dit, c'est pas problème pour moi, ça, parce que moi, pas de les enfants, moi-même, vite. C'est comme ça nous les fait, nous fait. Il y a 40 ans, ceux qui fuyaient à l'éruption de la Soufrière étaient mal accueillis en Grande Terre, un événement qui a profondément marqué les Saint-Claudiens. Mémoire de volcan, un reportage de Karen Diamin. 40 ans après les événements de 1976, le souvenir reste intact dans l'esprit de tous ceux qui les ont vécus, tout comme Ida, aujourd'hui âgée de 77 ans. En 1976, j'avais 38 ans. J'avais 10 enfants, mes 10 enfants. Vers 8 heures, quand je suis arrivée à la maison, mes enfants me disent, maman, il y a de la... Viens voir ce qui se passe là-bas. Et c'était la cendre qui tombait. Beaucoup de cendre. Alors je me suis dit, eh bien c'est la soufrière qui va s'éclater. Je me suis rendue chez des amis qui avaient des voitures et tout. C'était M. Derussy. Et à ce moment-là, il nous a emmenés à Pointe-Noire. Alors ce jour-là, on est arrivé à Pointe-Noire. Et on est resté quand même dans l'école de Pointe-Noire pendant une douzaine de jours. Et après, on nous a permis de revenir. Mais revenir pour repartir. Et à ce moment-là, j'ai échoué quand même à Bouillante. Un ordre d'évacuation qui n'aura pas été facile à vivre, puisqu'une certaine tension s'était créée entre les habitants de la Basse-Terre et ceux de la Grande Terre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu des gens de la famille quand même qui sont allés faire les courses et ils nous appelaient le magma. Et sans savoir qu'à l'époque, ils auraient pu avoir un raz-de-marée à Pointe-à-Pitre et tout le monde allait mourir. Alors à l'époque, on disait aux gens, d'accord, nous sommes le magma, mais le magma vous rapporte de l'argent puisque nous faisons nos courses chez vous. Mais si vous avez un raz-de-marée demain, vous serez obligé de revenir sur la Basse-Terre. Alors là, je n'aime pas du tout qu'on me parle de ça parce que ça fait une polémique entre Basse-Terre et Grande Terre. J'aime pas trop et puis c'était pas sympa non plus de la part des gens qui... C'était pas sympa de la part des Pointois qui nous appelaient le magma. Une peur, est-ce qu'il y a une peur? Normalement, il ne devrait pas avoir de peur. Parce qu'avec l'évolution du temps, avec nos scientifiques qui veillent au grain, la population de Saint-Claude et de Guadeloupe ne devrait pas avoir peur de la soufrière. Et en plus, notre volcan, la soufrière, c'est le plus observé dans le monde. Alors, je ne pense pas, moi, à mon nom personnel, je n'ai pas peur de la soufrière. Je pense que les Saint-Claudiens n'ont pas peur et les Guadeloupéens ne devraient pas avoir peur aussi. Alors, afin d'informer cette population sur le volcan, son activité, ses risques et son histoire, la ville de Saint-Claude s'est largement investie.
Effectivement, la ville de Saint-Claude a voulu marquer le coup, faire en sorte que les Guadeloupéens s'en souviennent, hein. Même ceux qui ne l'ont pas connu puissent revenir un peu, sachent un peu ce qui s'est passé pendant cette période, hein, en 1976. Donc du coup, nous aurons beaucoup de manifestations, vraiment toute l'année, ça a commencé d'ailleurs, jusqu'au mois de décembre. Nous aurons beaucoup de temps fort, c'est-à-dire chaque mois on aura une conférence, mais on aura principalement le 8 juillet une conférence également, parce qu'on sera vraiment en lien avec l'Observatoire. Nous avons beaucoup de partenaires qui sont à nos côtés, dont l'Observatoire qu'on ne peut pas négliger. Donc on aura l'Observatoire, on aura aussi dans ce jour-là, le 8 juillet, on fera un hommage à Michel Feuillard. Hein. Il faut dire que ces événements, ce n'est pas forcément pour les Saint-Claudiens, c'est vraiment pour toute la Guadeloupe. Donc nous invitons tout le monde à venir. 40 ans après l'éruption de la Soufrière, surnommée la Vieille Dame, le temps ne semble pas avoir effacé la mémoire des faits. Et l'ensemble du programme de ces mois de commémoration est disponible sur la page Facebook de la ville de Saint-Claude pour ceux qui souhaitent y participer. Et cette ville qui se distingue pour ses efforts faits en matière de politique environnementale, engagée depuis 2003 pour la construction et le développement d'un territoire durable et solidaire, la ville de Saint-Claude vient d'obtenir le label Agenda 21 local du ministère de l'Environnement. Reportage Loïs Ignace. Économiser sur sa facture énergétique, cela passe par un certain nombre de campagnes de sensibilisation citoyenne. C'est dans cet objectif que la ville de Saint-Claude a mis en place des formations en partenariat avec le CEP, Conseil Énergie Partagée, en vue de sensibiliser les agents au terme éco-gestes. Nous avons mis en place les éco-box, ça fait maintenant plus d'une année. Il y a également en fait l'éclairage intelligent dans les coursives de la collectivité. Donc ceci a été installé il y a maintenant un mois. Une économie d'énergie qui ne s'arrête pas au sein de la mairie de Saint-Claude. On a prévu en fait d'équiper les bâtiments en fait, municipaux, c'est-à-dire médiathèque, urbanisme, ancienne mairie. Donc c'est en cours de route. Dès l'arrivée de la nouvelle équipe municipale en 2003, la ville de Saint-Claude a revu son agenda 21 et étendu ses éco-gestes à la population à travers les Bicapawol. Nous avions commencé déjà par interdire l'utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics. Et puis petit à petit, nous avons embrayé avec les enfants sur le tri. Nous avons aussi mis des réducteurs d'eau dans les écoles pour éviter le gaspillage. Nous avons informé aussi la population sur l'utilisation aussi de l'électricité chez eux. Il y a eu plusieurs manifestations de ce genre. Notre agenda 21 a été labellisé, reconnu en décembre 2015. Un logo qui dorénavant figurera sur tous les documents administratifs de la mairie. À travers ces actions, la ville de Saint-Claude compte réaliser une réduction de sa consommation d'au moins 30% sur l'année. L'équipe de France de tennis est en Guadeloupe. Richard Gasquet, Gilles Simon, Gaël Monfils et le capitaine Yannick Noah sont arrivés cet après-midi. Yvan Lemar et Patrick Hury étaient sur place. 15h30, les joueurs de l'équipe de France de tennis arrivent à l'aéroport Paul Caraïbes. Gilles Simon et Richard Gasquet sont les premiers sortis. On est très heureux d'être ici. Le vol s'est très bien passé, donc il fait beau, c'est magnifique. On a hâte de commencer l'entraînement. Quelques minutes plus tard, le Guadeloupéen Gaël Monfils arrive lui aussi, tout sourire. C'est ce que j'ai dit, il y a des propos qui ont été un peu déformés, j'ai toujours été content. Donc au contraire, je suis très heureux. C'est Yannick Noah, le capitaine de l'équipe de France, qui ferme la marche. Bien là, on va aller à l'hôtel, s'installer. Demain, on va commencer l'entraînement. Ça nous permet, voilà, on a 9 jours, donc c'est bien. C'est assez long. D'habitude, on a moins de temps. Donc c'est bien, on va avoir le temps de s'acclimater. Vous savez que la surface est quand même différente de ce que les joueurs ont pu connaître depuis quelques mois. Donc ça prend un peu de temps. Mais on est là pour travailler, voilà, on est très contents d'être là. C'est les supporters qui attendent de nous. Nous, on n'attend rien. Nous, on est là pour leur donner du bonheur. On va bien se préparer et on va essayer de faire de ce passage un joli moment pour tout le monde. On a une très bonne équipe. On est homogène. Maintenant, vous savez, les saisons sont très longues. Donc la Coupe Davis dépend beaucoup de la forme du moment. Donc voilà, à nous maintenant de travailler pour être prêts le 4, 5 et 6. Les trois mousquetaires et leur capitaine ont rejoint Joe Wilfried Tsonga, arrivé il y a 2 jours. Le début de la compétition est prévu le 4 mars.
Elle date de 2500 ans. La pièce de théâtre L'Assemblée des femmes d'Aristophane sera jouée prochainement dans différentes salles de Guadeloupe par les comédiens de la compagnie Courteligne. Une pièce légère mais riche en références politiques. Bénédicte Jourdier était là pour saisir les derniers réglages avant l'ouverture des rideaux. Aucun homme, ici-bas, ou mari, ou amant, n'approchera de moi tout gonflé de désir. Oh non, Protagoras, c'est trop dur. Répète. N'approchera de moi tout gonflé de désir. À quelques jours de la première représentation, les 12 comédiens répètent la pièce de théâtre écrite par Aristophane, L'Assemblée des femmes. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les femmes prennent le pouvoir et font, entre autres, grève de l'amour. Qu'allons-nous devenir, vous et moi? Une pièce drôle et riche en références politiques. La pièce, elle a, oui, effectivement, une connotation politique extrêmement lourde. Moi, j'ai eu le bonheur de la monter il y a déjà très longtemps, en 1982, et on a joué cette pièce à la fois à Pointe-à-Pitre et puis en Martinique, mais surtout on est parti en Haïti. Quand on avait des répliques qui faisaient mouche à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France, les gens riaient de ce qu'on disait des politiques. Quand on avait joué en 1984, il y avait encore Baby Doc à Port-au-Prince, et là, ça avait été accueilli dans un silence glacial. On avait joué à l'Alliance française. Pour vous dire à quel point c'était lourd, c'est qu'on n'a jamais obtenu la recette. Le texte date de 2500 ans, mais a été recontextualisé par la compagnie Courteligne. Je vais l'aimer. Ce qui m'a touchée dans cette pièce, c'est justement la place de la femme en politique, comment la féminité et le bon sens féminin, entre guillemets, est sollicité par l'auteur et ce qu'il en fait. Et il y a plein de choses, plein de répliques qui sont très pertinentes. Et en dépit du fait que ce soit une pièce qui se situe à Athènes, elle défend vraiment des valeurs universelles. Elle est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Après 10 mois de travail, les premières représentations auront lieu dans un premier temps au Lamentin du 2 au 5 mars, puis au Moule, à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre. Si elles allaient me donner un mauvais coup. Non mais rappelle-toi les Amazones. Et encore les Amazones, elles avaient qu'un seul sein. Tandis celles-là, elles sont... C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.